Ok la famille, c'est parti pour le face à sa vie de Cynic sur Buzz de Fou, c'est ici que ça se passe. Thomas Gérard Idir, tu nais le 26 juin 1980 à Paris, d'une mère française et d'un père algérien kabyle. À 4 ans, tu pars déménager aux Ulysses dans l'Essonne. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton enfance? Ouais, bien sûr, avec plaisir. L'enfance, c'est toujours quelque chose d'agréable. Écoute, enfance de banlieusard. Voilà, t'arrives dans des grands ensembles. Les quartiers, les Ulysses, c'était ces villes un peu nouvelles où on était à la fois pas très très loin de Paris, mais à la fois très très loin. Tu vois, c'est un peu la particularité de ces villes-là. C'est des villes qui ont été construites pour accueillir les gens qui bossaient sur Paris. C'était vraiment les nouvelles banlieues, etc. Donc beaucoup de grands ensembles. Et enfance à la fois difficile parce que pas beaucoup d'argent, mais en fait très très heureuse parce on avait besoin de peu. On s'amusait bien entre nous, on a plutôt kiffé. Voilà, du foot, de la musique qui est arrivée après. Moi, tu rêvais de devenir footballeur pro, hein, c'est ça, quand Ouais, t'es petit. ouais, comme beaucoup, je pense. Après, honnêtement, si j'étais claqué au foot, j'aurais jamais eu enfin, ce, ce genre de rêve. J'étais plutôt bon, donc je pense que j'avais quand même de quoi espérer. J'ai des amis à moi qui ont réussi, donc ça prouve qu'il y avait moyen. Moi, j'ai pas réussi, mais ouais, le foot, c'est ma première grosse passion. La musique, c'est arrivé après. Scolarité difficile parce que j'ai toujours été un peu hyperactif à l'école et j'avais beaucoup de mal à me concentrer en fait, beaucoup de mal à rester en place. Donc la première heure de cours, ça allait. La deuxième, ça devenait déjà tout de suite très très compliqué. Plutôt mauvais élève, bien que je comprenais absolument tout. Je n'étais pas largué intellectuellement, mais c'était vraiment au niveau du comportement que ça allait pas. Et tu arrêtes l'école en quatrième, hein. Ouais, j'arrête en quatrième, ouais, et j'étais à bout de souffle parce que, j'étais épuisé. Je pense que j'ai épuisé vraiment tous ceux qui étaient autour de moi, les profs, le système scolaire, tous ceux qui faisaient le système scolaire. On n'en pouvait plus de moi parce que j'étais totalement ingérable. Et donc voilà, scolarité difficile, mais enfance quand même, comme je te l'ai dit, à la fois difficile et à la fois quand même très très heureuse parce qu'il y a plein de trucs que tu ne te rends pas compte quand tu es jeune. Le manque d'oseille, en fait, personne n'en avait, donc au final, on était tous dans le même bateau et on s'amusait avec très peu et au final, ça restera quand même une enfance heureuse. Donc, puis vient le moment, hein, où tu commences à écrire tes premiers textes. Comment la musique, elle est arrivée dans ta vie? Elle est arrivée en fait avec le premier wagon du rap français, c'est-à-dire je crois que c'était la compile Rap Attitude, si je te dis pas de conneries. Et moi j'étais dans un quartier très très hip-hop et un peu comme dans la haine, en fait la mode c'était d'avoir des gros amplis et de faire péter le son par la fenêtre, etc. Donc c'était vraiment une grosse tendance dans mon quartier. J'avais beaucoup de mecs qui étaient très très pointus au niveau du son, que ça écoutait, il y en a qui étaient dans le rap quinri, il y en a qui étaient dans le rap français. Et j'avais tout le temps accès à des CD que je pouvais gratter à droite à gauche, même des cassettes à l'époque, puisqu'à l'époque c'était plutôt les cassettes. Et je m'y suis intéressé très tôt en fait. Le premier, je te dis, les premières compiles qui sont arrivées, les premiers groupes pour moi c'est NTM, c'est les premiers IAM, c'est Démocrate D, c'est tu vois, des groupes comme ça qui m'ont un peu éduqué, lancé, MC Solar, il y en avait plein. Et après, c'est une passion, c'est un virus, tu vois. Quand tu rencontres ça, tu tombes tout de suite dedans et voilà, tu es pris dans le truc. C'est une musique qui était revendicative, il y avait de la punch, il y avait du contenu, il y avait de l'énergie. Moi, c'était un truc qui me parlait parce que j'ai aussi connu les années où le rap n'existait pas en France, tu vois. Donc, on devait se taper tous les trucs de variété qui existaient, etc. à l'époque. Il y avait pas de musique pour nous, en fait, les jeunes de banlieue. Et quand c'est arrivé, bah forcément, ouais, je suis rentré dedans direct. Et en 1996, premier gros moment de ta vie, tu rencontres Diams. Ouais. Raconte-moi un petit peu votre rencontre. Alors, elle est très cliché, je l'ai déjà raconté pas mal de fois. Elle est très très cliché, mais elle est totalement réelle. En fait, elle était dans un lycée qui était à Orsay, juste à côté des Ulysses. Et moi, je vendais de la bœuf dans ce lycée-là. Et c'est comme ça que je l'ai rencontrée en fait. Elle était déjà en avance dans le rap puisqu'elle était dans le collectif Mafia Tressé. Pour nous, les médias, les radios, tout ça, c'était très très loin. Et elle faisait régulièrement des freestyles sur Génération. Elle avait beaucoup d'avance par rapport à ça. Et la connexion s'est faite comme ça en fait, tout simplement. Au départ, elle m'a ramené un peu des bolos et puis on a sympathisé. Et puis elle a appris que je rappais. J'avais monté mon premier groupe aussi. Et puis tu sais, c'était comme ça que ça marchait à l'époque, tu vois. Moi, j'ai commencé en solo, je suis passé en groupe après, mais du coup, j'avais des petites maquettes à moi qui traînaient un peu partout, dans le coin, dans le secteur, tu vois, des morceaux solo, etc. Et comme je pense que j'étais pas trop mauvais,
ça s'est vite su en fait que je faisais du rap, que j'étais pas trop nul, elle l'a su et puis la connexion s'est faite tout naturellement avec elle en fait. Et elle réussit même à te faire arrêter ton business illégal, entre guillemets, Ouais. de l'époque. Ouais, parce que elle était très très motivante en fait et c'est ça que j'aimais beaucoup avec elle, c'était que quand j'étais avec elle, je sortais un peu du contexte quartier, enfermé dans le quartier, le business, les trucs, la débrouille, la voyoucratie. Et elle était toujours très très positive en fait, tu vois, tout le temps dans le ouais mais tu peux y arriver, tout le temps dans l'encouragement et moi j'étais pas du tout habitué à ça parce que comme je te l'ai dit, j'ai une scolarité de merde où on m'a plus pointé du doigt qu'autre chose, j'avais pas l'habitude d'être encouragé en fait, tu vois. Et d'avoir quelqu'un comme ça qui en permanence te dit mais tu te rends pas compte, tu peux le faire, il y a moyen, fais-le, bats-toi, écris, tiens. Et puis en plus tout le temps elle me donnait des petits trucs à faire, tiens, il y a une compile, il y a un truc. Nous on n'avait aucun plan à l'époque, on n'avait rien du tout. Donc ça a été vraiment une rencontre déterminante parce que c'est la première personne qui m'a fait croire en moi et surtout qui m'a donné les moyens d'y croire à une époque où moi je te dis le rap pour moi c'était juste un amusement. Ce qui comptait déjà c'était de faire de l'oseille tous les jours parce que c'était ça la priorité quoi. Justement, vous étiez très très proches. Il n'y a jamais eu l'envie ou l'idée de faire un album en commun. Pourquoi ça s'est jamais fait? Bah pour être honnête, c'était prévu et ça avait même été enclenché en 2007, je crois. On s'en parlait en fait depuis très très longtemps, depuis mes premiers passages en prison où en fait on s'écrivait, on se disait ah, un jour ce serait bien qu'on fasse un album en commun. On s'en est parlé et après on a été rattrapé en fait par le business parce que entre le moment où nous on s'en parlait, on était jeunes, on était insouciants, etc. Et le moment où on a voulu le faire, et ben, entre-temps, on était en maison de disque tous les deux, etc. Et après, comme je te dis, on a été rattrapé par le business. Son producteur de l'époque n'a pas voulu que ça se fasse parce qu'à ce moment-là, elle vendait plus d'1 million d'albums. Nous, entre guillemets, que 300 000. Et ils avaient plus l'impression de nous rendre service qu'autre chose. Ils n'ont pas compris qu'en fait, c'était vraiment un truc qu'on voulait faire et qui nous tenait à cœur et qu'on ne voulait pas du tout le faire pour le business. La preuve, c'est qu'on avait prévu de faire juste 200 000 unités et de les numéroter et de ne pas en faire plus, de ne pas s'étaler non plus dans la promo. On avait tout prévu. Mais je te dis, après, des fois, tu es rattrapé par la réalité du business. C'est un business, la musique. Et je te dis, quand on avait 18 ans, qu'on s'en parlait et qu'après, moi, j'en avais 27, entre-temps, il s'était passé beaucoup de choses. Et les maisons de disques, les producteurs, etc., n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Mais c'était prévu, il y avait même déjà des morceaux qui avaient été faits. On avait quasiment la moitié d'un album et après le projet s'est arrêté. Et donc toujours en 96, hein, tu intègres le groupe L'Amalgame, puis 2 ans plus tard, tu fusionnes avec d'autres groupes. En 2000, tu décides de partir en solo. En 2002, tu sors Artiste Triste que tu n'as pas pu défendre comme il fallait à cause de ton séjour en prison. 1 an derrière les barreaux, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette étape de ta vie qui a, je pense, dû être très difficile pour toi? Elle a été difficile parce que, au-delà de la prison, en fait, j'étais déçu de planter les mecs qui croyaient en moi, qui m'avaient fait confiance, qui avaient beaucoup bossé sur ce projet-là. C'était mon premier maxi, mon premier CD, en fait. J'avais sorti un maxi, mais c'était du vinyle. Là, c'était mon vrai premier CD et de ne pas pouvoir le défendre, ça m'a beaucoup déçu. Et surtout, je me suis dit, ça va décevoir les mecs avec qui je bosse. Ils vont se dire que je ne suis pas carré, que je suis bancal. J'ai plus eu des craintes par rapport à ça, parce que je me suis dit, je les comprendrais tout à fait s'ils lâchaient l'affaire et s'ils se disaient au final, regarde, on se fait chier pour un mec qui déconne, qui fait des conneries et qui est même pas là pour défendre son projet. Et c'est surtout ça en fait qui m'a le plus emmerdé, c'est de me dire les mecs qui me font confiance vont être déçus et du coup tout va s'arrêter après ça. Après les erreurs, tu les fais, tu les assumes. De ce point de vue-là, il n'y avait pas de souci, quoi. Quand tu étais en prison, il y avait des co-détenus ou des gens qui étaient en prison avec toi, qui écoutaient tes sons? Bah à l'époque, j'étais beaucoup moins connu qu'aujourd'hui, mais il y avait des spécialistes du rap 91, notamment un ami à moi que je dédicace qui s'appelle Idriss, que j'ai dédicacé dans pas mal de morceaux d'ailleurs, Idriss Détarteret. Et moi, j'étais très surpris à l'époque en fait quand on m'appelait Cynique parce que j'étais encore anonyme. Et c'était vraiment les mecs pointus, tu vois, les mecs qui connaissaient bien le rap underground 91, etc., qui savaient qui j'étais, etc. Et il y en avait, et lui en faisait partie, et on a fait des promenades entières à parler que de rap, à refaire le monde sur l'univers du rap. Et donc à l'époque, ça va, on peut dire que je passais encore incognito. Et c'est en janvier 2005 que tu sors donc ton premier véritable album, La main sur le cœur, où tu évoques vraiment ta vie, ton passé, tu retraces ton enfance, mais également le moment où, un moment aussi, je pense, important de ta vie, où les huissiers sont venus chez tes parents. Ouais. Les huissiers, en fait, j'ai toujours vécu avec eux parce qu'il y a le moment où tu te fais dégager, donc ça, c'est la fin de l'histoire, mais il y a le moment où tu les vois plusieurs fois.
Alors je pense que j'étais jeune, mais maintenant j'ai compris que mes parents avaient réussi à s'en sortir plusieurs fois. Et il y a toujours un moment où malheureusement, ça y est, c'est trop tard. Mais ouais, sans faire la pleureuse, moi les huissiers, j'ai des souvenirs de quand je rentrais de l'école, dont notamment un souvenir bien précis où je rentrais de l'école. Je devais avoir peut-être 11 ans ou un truc comme ça. Et en fait, mon père n'était pas là, ma mère était en bas avec les autres nourrices du quartier. Et au moment où je rentre, en fait, je vois un mec en train de percer avec une perceuse dans la serrure, avec un commissaire, avec un déménageur. Ils m'ont parlé comme si c'était moi en fait qui avait une dette. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce qu'ils étaient vénères en fait que mes parents soient pas là, de pas les trouver. Du coup, ils se sont un peu vengés sur moi en me mettant un coup de pression, genre ouais, dis bien à tes parents que nanani nanana. Donc moi j'ai toujours grandi avec ça, avec ce genre de problème. Je les ai vus très très fréquemment. Et après je te dis, quand tu te fais virer, c'est la finalité quoi. C'est quand malheureusement il n'y a plus de solution. Mais j'ai grandi avec eux. C'est ce que je dis dans Une époque formidable, c'est que ils me connaissaient presque en fait, tu vois. Ils m'ont vu grandir quelque part. Et ensuite, tu reviens donc avec un second album, Sang Froid, sorti en 2006. Juste après, tu sors une nouvelle version du projet appelée Si proche des miens. L'album certifié disque de platine. Est-ce que ça, tu t'y attendais? Pour être honnête avec toi, j'ai plus été surpris par le succès du premier album que du second parce que le premier était insouciant en fait. Moi, j'avais aucune référence en termes de chiffres. À l'époque, aujourd'hui, tout le monde s'intéresse aux chiffres, les chiffres circulent, etc. À l'époque, c'était quelque chose de très très confidentiel. Il n'y avait que les maisons de disques qui avaient les chiffres. Moi, j'étais un jeune artiste. Et sur mon premier album, quand on m'a dit la première semaine que j'avais fait, j'avais aucune notion de ce que ça valait. Je ne savais pas si c'était bien, si c'était médiocre, si c'était encourageant. Donc j'ai plus été surpris par le succès du premier album. Après, c'est un game, tu rentres dedans, tu te professionnalises un peu, tu commences à apprendre aussi les rouages du rap, etc. Et j'ai été moins surpris par le deuxième que par le premier parce que on a créé une attente sur le premier et forcément ça se répercute sur le deuxième où là tu es vraiment attendu, t'es plus le jeune rookie, tu es le mec qui a tout pété sur son premier album. Donc il y a moins cet effet de surprise, tu vois, et c'est pareil pour moi. Mais en tout cas, ouais, non, enfin, l'album est monté très très haut, je ne m'attendais pas à autant non plus, quoi. Et 2007 marque aussi une année importante pour toi, je suis obligé d'en parler. Elle débute en janvier par les clashs avec Booba notamment. Ouais. Pour les gens qui n'en ont, c'est peut-être rare, mais pour les gens qui n'en ont encore jamais entendu parler, est-ce que tu peux juste me réexpliquer très rapidement ce qui s'est passé? Il s'est passé que, en fait, je pense qu'on était carrément les premiers de la liste. Aujourd'hui, Booba, il fait ça avec quasiment tous ceux qui fonctionnent. Nous, on a été quasiment même je suis quasiment sûr, c'est quasiment les premiers. Il nous a titillé pas mal de fois dans beaucoup de gros médias où il était très, très, comme à son habitude, très, très insolent, très, tu vois, il parlait un peu mal de moi, de mon équipe, etc. Donc, on a laissé passer une fois, deux fois, trois fois. Et puis après, moi, il faut savoir que les battles, les clashs, tout ça, c'est les vrais battles, ceux en face à face, tout ça, c'est quelque chose que je maîtrise. Donc forcément, à un moment, on a répondu tout simplement et après, c'est parti de là, quoi. J'ai vu quelque chose qui est fou, c'est que pendant un an, tu portais un calibre sur toi. Ouais, parce que c'était une période en fait où il y avait énormément de stress et c'est ce que j'ai toujours dit, c'est pas la crainte des artistes. Nous, les artistes, on se connaît, mais tu sais, il y a l'entourage, il y a les fans, il y a les trucs, et il y avait tellement des énergies négatives à ce moment-là, tellement de pression, et puis il y a beaucoup d'enjeux en fait, c'est ça que les gens ne voient pas, c'est que quand tu t'attaques à un artiste, quelque part, tu t'attaques à son business, et quand tu t'attaques à son business, il y a beaucoup de gens à qui tu vas enlever le pain de la bouche, tu vois, et il y avait beaucoup de tension par rapport à ça, c'était une période très très tendue. Tu vois, même les gens avec qui je travaillais me disaient ouais, fais Bélec quand même, garde un œil ouvert, etc. Donc ouais, c'était une période de parano totale que sincèrement je regrette pas aujourd'hui parce que c'était vraiment une période de merde. Mais malheureusement, ça va avec les clashs. Et je te dis, après, il y a différentes sortes de clashs. Il y a les clashs réels et méchants, et tu as les clashs pour amuser la galerie. Là, c'était du réel. Et encore une fois, quand tu t'attaques au business des gens, il faut toujours garder un œil ouvert, quoi. C'est quoi les rapports que tu as avec Booba aujourd'hui? J'ai jamais eu de rapport avec lui, on s'est jamais vu, on s'est croisés deux, trois fois, notamment je crois que c'était au Trophée du hip-hop, mais j'ai pas spécialement de rapport avec lui. C'est pour ça que d'ailleurs à l'époque on avait été assez surpris de ses attaques, parce que quand je parlais de lui avant les clashs, j'étais plutôt respectueux comme envers tous les artistes qui étaient là avant moi. J'ai toujours été, moi, quelqu'un de respectueux des artistes. Après, forcément, quand tu viens, que tu nous attaques tous les jours, tu nous piques, tu fais tout pour provoquer une réaction, il ne faut pas s'étonner quand la réaction, elle arrive non plus, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, à l'époque, j'avais été assez surpris de ça, parce que
Je suis pas un artiste qui casse les couilles, je suis plutôt respectueux de tout le monde, des anciens, des nouveaux. Mais à un moment, tu peux pas fermer les yeux éternellement et faire le mec qui a pas vu, quoi. C'est pas possible, tu vois. Et 2007 marque aussi la sortie de ton nouvel album, Le Toit du Monde. Ouais. Là, tu as décidé de vraiment pointer tous les sujets d'actualité un petit peu dans le monde. Ouais. Qu'est-ce qui, justement, là, dans l'actualité d'aujourd'hui, te révolte en ce moment? Les élections. Ouais. Les élections, c'est pour ça que d'ailleurs, dans l'album qui sort là, le 8 avril, il y a un morceau qui s'appelle Sous-Culture, où en gros, qui parle de Zemmour, et puis de façon générale de la politique, des médias. Voilà, ça c'est quelque chose qui me révolte. Après, je sais pas, le traitement des gilets jaunes, alors que pour moi, c'est juste des gens en fait qui défendaient leur steak, tu vois. La manière dont ils ont été traités, violentés, etc. C'est des choses qui devraient révolter tout le monde. Et c'est là que tu vois que le rap a changé, c'est que très peu en parlent au final, alors que je pense que si ces choses-là s'étaient passées il y a quoi, il y a ne serait-ce que 15 ans, il y aurait eu énormément de morceaux qui en auraient parlé, etc. Parce que c'est aussi le rôle des rappeurs d'évoquer ce genre de sujet un peu, tu vois, social. Et ça, c'est des choses qui me révoltent, par exemple, tu vois. Justement, tu trouves qu'il y a un changement entre le rap de l'ancienne génération et de la nouvelle génération? Bien sûr, bien Ouais. sûr. La nouvelle génération, c'est très égo-trip, ça parle énormément d'argent, ça parle beaucoup de matériel, de ce qu'on gagne, de la somme qu'on prend en showcase, ça parle beaucoup d'argent, je trouve, de façon générale, et beaucoup moins de société, beaucoup moins des sujets d'actualité. Alors, évidemment, le rap, il évolue, et aujourd'hui, ce serait dommage qu'il n'y ait pas eu d'évolution et qu'on parle encore que de chômage, que de trucs comme ça. C'est des sujets, je peux comprendre, qui sont moins intéressants pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais c'est là que tu vois que le rap a changé, c'est qu'on n'en parle quasiment plus du tout. Et je te dis, un cas comme Zemmour, par exemple, il devrait y avoir peut-être aujourd'hui une quinzaine de morceaux qui en parlent, alors avec des axes un peu différents. Mais ce genre de sujet-là devrait alerter les rappeurs bien plus que ça ne les alerte aujourd'hui, je pense. En 2009, tu sors ton album Ballon d'Or. On peut y retrouver notamment le morceau Gladiateur, hein, qui a été écrit pour soutenir l'équipe d'Algérie qualifiée pour les phases finales de la Coupe du Monde de football 2010, chose qui n'était pas arrivée depuis 1986. Toi, t'en as pensé quoi de l'élimination de l'Algérie là, pour la Coupe du Monde au Qatar? Là, récemment, Ouais, là, récemment. c'est un drame. Ouais. C'est un drame. Et puis le scénario, il est archi cruel, quoi. Il y a deux manières de perdre au foot. Ça peut arriver, le scénario du match, etc. Mais là, de perdre comme ça à la dernière seconde, de se faire éliminer comme ça. En plus, il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage. Après, tu sais, le foot en Afrique, l'arbitrage à la CAN, et puis pour les matchs africains, etc., c'est toujours quelque chose de très, très délicat. Mais de manière globale, ouais, c'est une grosse déception. Bien que le Cameroun mérite d'y être, et ça, il n'y a aucun souci. L'idée, c'est pas de leur retirer leur qualif. Mais le scénario est très, très, très cruel, quoi. Un but à la dernière seconde, tu peux pas faire plus cruel. Voilà, t'enlever une minute, on y était. Tu rajoutes une minute, on n'y est pas. Voilà, c'est le foot, c'est comme ça. On refait un rebond dans le passé. En 2011, tu sors ta mixtape Le Côté Malsain. Ouais. Tu reviens avec un 5e album en septembre 2012, La Plume et le Poignard. À la base, ça devait être ton dernier projet. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait ta longévité pendant toutes ces années? La passion d'écrire, en fait, et la passion de la musique. Et en fait, je sais pas comment dire, ton cerveau, tu peux pas le mettre en pause, tu vois. L'écriture, c'est un mode de vie, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis très, très jeune. Et même si tu as moins de motivation, même si tu as moins de résultats, même si tu as l'impression de te battre un peu plus qu'avant pour beaucoup moins de résultats, il y a toujours cette envie, en fait, qui te rattrape, ce besoin d'écrire, d'aller en studio. Les punchlines que tu trouves, tu as envie de les sortir, tu as encore envie que les gens écoutent ce que tu as à dire, etc. Donc tu es toujours rattrapé par ce mode de vie-là, et c'est vraiment pas un truc auquel tu dis stop, pousse, j'arrête. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une passion avant tout. Avant d'être un business, avant de permettre de gagner de l'argent ou quoi que ce soit, c'était une passion, et ça restera, quoi qu'il arrive, une passion. Même si demain il y a 0 personne qui écoute, ça sera toujours un kiff d'écrire des morceaux, quoi. Immortel 2 en avril 2015, Drone en novembre 2017, ton 7e album Invincible en mars 2019, et donc le 8 avril prochain, ton nouvel album Nixie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur? Toujours la même recette, des punchlines, du contenu, après avec des prods qui sonnent quand même qui sont quand même beaucoup plus récentes sur certains morceaux, mais toujours la même chose, tu vois. Il y a du piano-voix, il y a du texte. Pour moi, un album réussi, c'est un mélange de plein de choses. Il faut qu'il y ait des émotions, il faut qu'il y ait de la colère, il faut qu'il y ait des punchlines, il faut qu'il y ait des trucs marrants.
Et c'est ce mélange de choses, ce mix, ce cocktail qui fait que quand tu secoues à la fin, ça te fait un putain d'album. Et c'est ce que j'essaye de donner. Mais sur celui-là, vraiment, c'est vraiment un album que je trouve réussi parce que il y a toujours un ressenti à la fin de l'album. Et celui-là, il est particulièrement bon parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé le bon dosage au niveau des prods, au niveau des punchs, au niveau des thèmes, au niveau aussi des nouveautés que j'ai essayé d'apporter sur cet album-là. Donc voilà, je suis particulièrement fier de cet album-là. Alors forcément, je me pose la question, est-ce que c'est le dernier album? Ah, maintenant j'arrête de le dire, frère, parce que sinon tu passes pour un con. Et puis je te dis, ça c'est une erreur de jeunesse de dire ouais j'arrête, parce que quand tu dis j'arrête, c'est que tu es dans un moment où vraiment t'en as marre, tu as besoin de souffler, etc. Mais il faut pas le dire trop fort, parce que maintenant d'expérience, je sais que l'envie d'écrire, elle va me rattraper. Donc le jour où j'arrêterai, et je le dirai, c'est vraiment, j'aurai mûrement réfléchi ma décision, et là ce sera définitif. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait, je continue mon chemin. Et je te dis, et vraiment la position dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu moins visible qu'il y a quelques années, mais justement, tu prends encore plus de plaisir parce que voilà, tu es donné, comme quelqu'un de mort, et au final, tu es toujours là, tu fais toujours tes tournées, tu sors toujours tes albums, tu as toujours des gens qui viennent te voir sur scène, tu as toujours des gens qui te croisent dans la rue, qui te motivent, qui te félicitent, qui te rappellent ton passé, tel ou tel album. Tu reçois toujours des messages sur le net, sur Insta, de gens qui limite te remercient, te disent voilà, moi j'ai eu besoin de tes morceaux à telle époque, telle période de ma vie. Tout ça, c'est enrichissant et au final, c'est ce que moi je retiens, même si c'est pas ce qu'il y a de plus visible. Dans l'album qui sort le 8 avril, il y a un morceau qui m'a un petit peu marqué, c'est Balle perdue. Tu dis dedans, je cite, BFM, TPMP, Énergie 12, La Villa, il y a plus de merde à la télé que dans la bouche un Mila. Parle pas d'influenceur ou on va te casser ton bec. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu voulais dire par là? Je pense que c'est assez explicite. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on donne beaucoup d'importance à des gens secondaires, des gens qui, selon moi, n'élèvent pas spécialement la jeunesse. On a donné beaucoup d'importance à ces gens-là et du coup, c'est quelque chose que moi je regrette parce que à une époque, quand tu étais à la télé ou quand tu étais en radio, ou quand tu faisais quelque chose de médiatique, visible, c'est que tu avais quand même un réel talent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont connus, mais on serait incapable de dire pour quel talent. Voilà, ils ont fait 2-3 émissions de télé-réalité à la con, ils ont pris 2-3 millions d'abonnés et aujourd'hui ils se revendiquent influenceurs, ils vendent des crèmes 100 € alors qu'elles valent 10 balles. Tu vois, moi j'ai du mal à comprendre ces choses-là, alors au risque de passer pour un vieux con, j'en ai rien à foutre. J'assume totalement ça, c'est pas mon monde, c'est pas ce que j'ai envie d'apprendre à mes enfants. Et il y a peut-être des gens très très intéressants là-dedans, mais il y en a beaucoup qui servent à rien et il ne faut pas hésiter non plus à le dénoncer. Le rap, c'est aussi ça. On n'est pas là que pour se caresser ou se lécher le cul. Faut aussi dire des vérités qui dérangent. Et pour moi, critiquer ce monde-là, c'est aussi remplir mon rôle de rappeur. Et tu continues le morceau par dire les rappeurs sont des divas, je viens m'en accaparer, tu leur demandes un featuring, tu parles à Maria Carré, la plupart s'inventent des vies, tournent leurs clips à Dubaï. Ça, c'est un truc qui t'est arrivé ou tu parles en généralité? Ouais, enfin, il y a une généralité, et puis sur cet album-là, alors je citerai pas de nom parce que voilà, je vais encore me faire des amis, mais j'ai demandé pas mal de featuring. Il y en a qui ont été très très corrects dans l'approche, et il y en a, comme je le dis, où tu as l'impression un peu de parler à des divas parce que en mars, ils te disent oui, en juin, ils te disent ouais, attends, recontacte-moi au mois de juillet, ouais, mais attends, j'ai ci, j'ai ça à faire. Et moi, je viens d'une génération où tu dis oui ou tu dis non, tu vois. Quand tu demandes un feat, tu t'attends pas à ce qu'on te dise oui automatiquement, mais il y a plusieurs manières après de dire oui ou de dire non. Et t'en as qui, j'ai l'impression, osent pas te dire non, donc ils te font galérer, ils te font traîner un peu dans le temps comme ça, et à l'âge que j'ai, c'est insupportable ce genre de truc, tu vois. Et puis t'en as que t'as lancé, t'en as avec qui tu as une histoire perso et tu comprends encore moins qu'ils te fassent galérer sous prétexte qu'aujourd'hui ils ont pris un peu de buzz. Et donc voilà, c'est des choses qui sont un peu relou à vivre, mais ça fait partie du game. Maintenant, tu sais, on vit dans un monde où le seul truc qui compte quand tu fais un morceau, c'est le nombre d'abonnés, c'est le nombre de streams, tout est une question de chiffres. Et encore une fois, c'est peut-être parce que je viens d'une autre génération, mais pour moi, ce qui compte quand tu fais un morceau, c'est le résultat, la qualité du morceau, ce que ça va te donner. Et je réfléchis pas spécialement à savoir ce que le mec va m'apporter en termes d'abonnés, etc. J'ai compris sur cet album-là qu'aujourd'hui, maintenant, quand tu demandes des feats, le seul truc qui compte, c'est qu'est-ce que toi, tu vas apporter en termes d'abonnés, en termes de stream, etc. Et puis je te dis, t'en as qui sont pas spécialement corrects, mais après, c'est la règle, ça fait partie du jeu. Et quand tu as 40 piges comme moi, il faut accepter que le game, il est changé aussi, tu vois.
Ouais, justement, toi, tu as l'expérience. Comment on fait pour garder les pieds sur terre quand on a des années de carrière derrière nous comme toi? Moi, j'ai toujours eu les pieds sur terre. Moi, sincèrement, je vais être franc avec toi, j'ai vu des gens péter les plombs autour de moi, dans mon entourage, dans l'entourage des mecs avec qui je bossais, etc. Mais moi, j'ai toujours été le même. J'ai eu tellement de vie avant de faire de la musique. Je pense que si j'avais sorti mon premier album à 18 ans et que j'avais pété le score, peut-être que tu vois, j'aurais été différent. Mais mon premier succès, c'était à 25 ans. Et de 0 à 25 ans, j'avais vécu beaucoup, beaucoup de choses qui font que tu relativises tout, même des très, très gros succès, même des grosses sommes d'argent. Tu te dis que ça peut s'arrêter demain. Et dans ma nature à moi, de toute manière, dans ma manière d'être en général, je suis quelqu'un qui relativise tout, que ce soit les mauvaises choses, les bonnes choses. Tu sais, ça passe sur moi, ça glisse comme ça, et c'est ma manière de faire. Et ça permet justement de ne pas se mettre trop de pression. Et quelque part, c'est pas plus mal, tu vois. Mais moi, j'ai jamais changé. C'est les gens qui ont changé autour de moi. Et donc le 8 avril prochain, ton nouvel album Nixie sera dispo sur toutes les plateformes. Qu'est-ce qu'on peut alors te souhaiter pour la suite? Bah écoute, une belle tournée, un beau résultat sur l'album, des beaux retours, et puis voilà, de continuer notre petit bonhomme de chemin, de continuer à faire kiffer les gens qui m'ont toujours suivi, je te dis, une belle tournée, des belles dates, tout ce qu'un artiste aime faire en fait, tout simplement. Eh ben, merci beaucoup, Sini, d'avoir été avec nous sur Buzz de Fou. Merci à toi mon frérot.